Moi, Baba Mal, je suis panafricaniste. C'est pourquoi je regarde et je suis Amani TV. C'est la télé du continent africain. Suivez Amani comme moi. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de spécial panafricanisme sur les antennes de Amani TV et partenaires. Je suis Hamzat Boukari Yabara, historien, auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Pour cette nouvelle saison de spécial panafricanisme, nous avons décidé de revenir sur le rôle des femmes dans l'histoire de l'unité et de la libération du continent africain. La semaine dernière, nous nous étions intéressés à la figure de Miriam Makeba, grande chanteuse, artiste et militante sud-africaine, engagée dans la lutte contre l'apartheid et pour les droits civiques. Aujourd'hui, nous allons plutôt revenir sur la dimension globale du rôle des femmes dans l'histoire du panafricanisme. Nous avons vu lors de la première saison que le panafricanisme est né dans la diaspora. Il est né parmi les millions d'Africains qui ont été déportés de l'autre côté de l'Atlantique. Et parmi ces millions d'Africains, il y avait également des millions d'Africaines. Et donc le premier élément touche à la question démographique. Les femmes comme les hommes ont subi la traite, l'esclavage et la déportation. La particularité des femmes africaines, c'est qu'elles vont contribuer au repeuplement des Amériques. Nous savons que jusqu'au 19e siècle, au début du 19e siècle, la majorité des femmes qui étaient présentes sur le continent américain étaient d'origine africaine. Autrement dit, c'est cette démographie africaine, cette fécondité africaine, cette force de reproduction volée au continent africain pendant plusieurs siècles, qui va servir dans le cadre du projet colonial à repeupler une grande partie des Amériques après l'extermination des premières populations originaires. C'est dans ce contexte-là notamment que apparaissent un certain nombre de femmes qui vont jouer des rôles de transmetteuses et de gardiennes du patrimoine et du matrimoine culturel africain. Ainsi, dans l'un des quilombos du Brésil, ces lieux où les esclaves se réfugiaient pour fuir justement la domination, eh bien nous savons que dans ces lieux, le taux de mortalité infantile était particulièrement faible. Dans un quilombo comme celui de Palmarès, la mortalité en couches des femmes était inférieure à celle que l'on pouvait trouver au XVIIe ou XVIIIe siècle dans des villes comme Paris, Londres ou Amsterdam. Cela était lié au fait que les femmes africaines qui ont été déportées et mises en esclavage dans les Amériques ont apporté avec elles des traditions, des savoirs, des pratiques qui, d'une certaine manière, ont accompagné la survie du peuple noir dans les Amériques. Donc des éléments de résistance, des éléments de résilience, mais également des éléments de création. Ainsi, au milieu du XVIIIe siècle, Phyllis Wheatley devient la première femme noire poétesse à rédiger donc, un certain nombre de poèmes et de vers en anglais aux États-Unis. Et elle montre par cette réussite littéraire que les femmes noires, les femmes africaines, sont tout à fait capables de rivaliser en termes de production littéraire, en termes de production esthétique, avec toutes les autres femmes. Guerrières également, puisque ce sont elles qui, dans bien des cas, vont mener des révoltes et des résistances. Ce sera le cas par exemple en Jamaïque de la reine Nani, Queen Nani, qui avec ses frères va tenir tête à l'armée britannique et va imposer notamment une série de traités de protectorat aux autorités de la couronne royale. Donc ces figures comme Phyllis Wheatley, donc écrivaine, comme Aqualtoun, chef de la résistance au niveau notamment donc, de l'Amérique centrale et du Brésil, ou encore donc, la reine Nani, montre aussi la diversité du rôle des femmes dans les sociétés africaines. Elles étaient à la fois des guérisseuses, elles étaient des éducatrices, elles étaient des guerrières, et elles étaient également
des femmes de culture. Et donc tous ces éléments-là qui ont été pris au continent africain vont être reproduits par des générations et des générations de femmes dans le contexte de la diaspora. Un autre élément et un accélérateur de l'histoire, ce sont évidemment les guerres d'indépendance. La plus importante, en tout cas celle qui marque la naissance du panafricanisme, a lieu à Saint-Domingue, entre 1791 et 1804. Lors de cette période, marquée par l'insurrection dans la nuit du 14 août 1791 à l'issue du serment de Bois-Caïman, marquée également par des batailles comme la bataille de Vertières le 18 novembre 1803, nous avons aussi un certain nombre de femmes qui vont s'illustrer. De Cécile Fatiman, qui est présente lors du serment de Bois-Caïman, jusqu'à des figures comme Sanité Belair, comme Montou, comme Toya. La révolution haïtienne va être incarnée par un certain nombre de femmes. Et c'est un élément, je pense, qui est très important dans le fait que, entre Haïti devenue indépendante et le continent africain, il y a un parallèle et un lien très fort avec un royaume spécifique du continent africain, qui est le royaume du Dahomey, dans lequel vous trouvez les fameuses Minos, c'est-à-dire les Amazones, ces femmes guerrières qui ont défendu sur plusieurs générations le Dahomey. Tout au long du XIXe siècle, les femmes vont également jouer un rôle de plus en plus important dans le combat politique. Plusieurs d'entre elles, notamment, vont jouer des rôles de libératrices et d'émancipatrices. Au cours du XIXe siècle, on peut citer le cas de Sojourner Truth, donc une militante abolitionniste noire américaine, et surtout évidemment de Harriet Tubman. Harriet Tubman est une figure très importante dans notre histoire, puisqu'elle va libérer un grand nombre d'esclaves, d'esclavagisés, et les conduire au nord de la ligne Mason-Dixon, qui était la ligne qui marquait la limite entre les États du sud des États-Unis qui pratiquaient l'esclavage et ceux du nord dans lesquels l'esclavage avait été aboli. Et donc Harriet Tubman fera plusieurs allers-retours entre le sud et le nord pour libérer notamment ses proches et pour participer à ce qu'on appelle à l'époque le chemin de fer clandestin. Il s'agit en fait d'un vaste réseau au sein des États-Unis, des réseaux de paroisses, de chapelles, de stations qui permettent en fait de tracer des itinéraires de fuite pour les esclavagisés et pour qu'ils rejoignent le Nord et la prétendue liberté qu'il y avait dans cette partie des États-Unis. Donc Harriet Tubman va également mener un certain nombre de raids et de résistances et de luttes armées jusqu'à participer avec un bataillon à la guerre de sécession, donc cette fameuse guerre entre le sud et le nord des États-Unis provoquée par l'esclavage. On peut également citer à la même époque le rôle qui est joué par les éducatrices. Un certain nombre d'éducatrices afro-américaines sillonnent les États-Unis, ouvrent des écoles, notamment des écoles pour jeunes filles, et très important, se mettent également à communiquer et à effectuer des missions sur le continent africain. Et donc on voit apparaître des connexions entre les femmes d'une certaine classe sociale afro-américaine ou caribéenne, voire brésilienne, et des femmes sur le continent africain. Et là aussi, les résistances qui ont été menées par les femmes dans le cadre du panafricanisme sont transatlantiques. Sur le continent africain, j'ai cité le cas des fameuses Amazones du Dahomey, les Minos. On pourrait également citer le cas des résistantes qui ont été notamment l'impératrice Taytu Betul, qui au niveau de l'Éthiopie a accompagné Ménélique II dans la résistance donc, à l'Italie en 1896. On pourrait également citer Yaa Santewa, donc la reine-mère des Ashanti, qui va défendre le trône du royaume Ashanti contre les Britanniques et qui va mener un dernier raid pour tenter de préserver la souveraineté de son peuple. Toutes ces femmes, au cours du XIXe siècle,
jouent un rôle très important dans les processus abolitionnistes. Et beaucoup d'entre elles vont devenir par la suite des figures du nationalisme africain. Certaines ont réellement existé et s'inscrivent dans des faits historiques avérés et prouvés. D'autres s'inscrivent aussi dans des récits fondateurs. Et là, on peut penser notamment à la princesse Yenanga, au niveau donc, de ce qui est aujourd'hui le Burkina Faso et ce qui concernait à l'époque notamment les royaumes Mossi. Dans d'autres cas, on a également des références qui s'inscrivent aussi dans le cadre évidemment des luttes internationalistes. Et c'est dans ce contexte-là notamment que au début du XXe siècle, lorsque la première conférence panafricaine est organisée à Londres en juillet 1900, eh bien, des femmes des Caraïbes, des États-Unis et des colonies britanniques d'Afrique de l'Ouest vont commencer également à échanger et à mettre en place des réseaux assez bien structurés qui vont servir de base au mouvement panafricaniste tout au long du XXe siècle. Alors, lors de la première moitié du XXe siècle, nous avons également un certain nombre de femmes qui vont jouer des rôles très importants dans le développement des différentes idéologies autour des nationalismes noirs et africains. On peut citer le cas notamment de Adelaide Casely Hayford, qui est d'origine jamaïcaine, sierra-léonaise, qui est l'épouse de Joseph Ephraim Casely Hayford, un militant nationaliste de la Gold Coast, l'actuel Ghana, qui divorce de son époux et qui va très rapidement ouvrir des écoles pour filles. Et le travail que Adelaide Casely Hayford va mettre en place va être fait en parallèle à ce qui était fait au niveau de la Jamaïque, puis au niveau des États-Unis, par Amy Ashwood Garvey, la première épouse de Marcus Garvey. En effet, c'est important de rappeler que l'UNIA de Marcus Garvey n'a pas été créée par un seul homme. Elle a été créée par un couple, par le couple formé de Marcus Garvey et de Amy Ashwood Garvey. Il est d'abord créé en Jamaïque, puis refondé aux États-Unis. Et donc dans les premières années de l'UNIA, il y a un certain nombre d'activités qui sont prises en main par les femmes. Ce sont notamment les activités de collecte d'argent, ce sont également les activités sociales, culturelles. Donc beaucoup de financements passent notamment par des quêtes à l'église, par des concerts de charité, par des activités également culinaires. Et ce sont principalement les femmes qui vont financer les premières années de l'UNIA. Elles vont également prendre une tribune dans le journal de l'UNIA, à une époque où il y a justement ce différend entre les femmes noires, qui ont une condition très particulière, et les femmes blanches qui réclament l'égalité des droits vis-à-vis des hommes. Et donc, le positionnement des femmes noires, afrodescendantes africaines, vis-à-vis des différentes théories qui sont liées au monde blanc, comme le féminisme, vont être d'une certaine manière divergentes, dissidentes, voire dans certains cas également contradictoires. Et dans le cas de l'UNIA de Marcus Garvey, beaucoup de femmes vont dans cette organisation faire leur apprentissage militant et politique, et ensuite rejoindre d'autres mouvances, d'autres organisations, notamment des organisations syndicales. Ce sera par exemple le cas de Claudia Jones. Claudia Jones qui est donc une militante caribéenne qui passe rapidement, je dirais, par les réseaux de l'UNIA et qui surtout va ensuite être formée au niveau du Parti communiste américain. Claudia Jones et Amy Ashwood Garvey sont deux femmes qui, dans les années 30, 40, 50, 60, vont énormément voyager en Occident, dans les pays de l'Est, sur le continent africain, dans la Caraïbe, et vont ainsi créer des réseaux. La question des réseaux est très importante. C'est cette question-là également qui fait que, au lendemain de la Première Guerre mondiale, des infirmières afro-américaines et caribéennes vont jouer un rôle très important en tenant notamment les carnets d'adresses des anciens combattants de la Première Guerre mondiale.
Et donc les femmes se retrouvent à gérer à la fois l'économie du mouvement panafricaniste, la mise en réseau des différents militants du panafricanisme, mais également l'éducation des femmes et des hommes qui plus tard auront à choisir entre les différentes propositions que sont notamment l'engagement à la formation professionnelle portée par Booker T. Washington, qui explique qu'il faut que les Noirs soient incontournables sur le marché du travail, la position de Dubois, Talent Tef, qui a plutôt tendance, à travers la notion du 10e de talent, à encourager les éducateurs et éducatrices et les efforts autour de la pédagogie pour produire une élite noire, et d'autres propositions plus radicales, comme celle de Marcus Garvey, qui estime qu'il faut tout simplement se tourner vers le continent africain et participer à la libération du continent africain, parce que tant que l'Afrique ne sera pas libre, les peuples afrodescendants, où qu'ils soient dans le monde, ne le seront pas. Et donc, dans l'entre-deux-guerres, entre 1919 et 1939, les réseaux de femmes vont jouer un rôle très important au niveau de la Caraïbe, au niveau des États-Unis, au niveau du continent africain. Deux exemples très concrets. En 1927, vous avez le 4e congrès panafricain qui est organisé à New York. C'est un congrès qui est organisé par 10 personnes. Et ces 10 personnes sont tout simplement 10 femmes. Ce sont 10 femmes, les Ladies of Brooklyn, qui se sont organisées pour financer, préparer un congrès qui a réuni plus de 200 personnes. Autre exemple, quelques années plus tard, cette fois-ci nous sommes en France, ce sont dans les salons des Sœurs Nardal que va naître le mouvement politico-culturel de la négritude. Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran Damas ont fait en réalité leur apprentissage dans le cadre des salons des Sœurs Nardal. Et ce sont d'ailleurs les Sœurs Nardal, Jeanne et Paulette Nardal, qui vont développer le concept de l'internationalisme noir, Black Internationalism, qui est un concept qui est parallèle à celui du panafricanisme. Et donc on voit bien dans ces années 20-30 comment les femmes se positionnent au carrefour des enjeux du panafricanisme, à travers une position de minorité à l'intérieur du monde noir, et en même temps une position, je dirais, de confrontation vis-à-vis des femmes blanches qui participent et qui bénéficient des retombées du système colonial, comme elles ont également été bénéficiaires du système esclavagiste. Et donc les femmes vont évidemment prendre position pour une libération la plus complète, la plus totale des chaînes de la domination. Après l'entre-deux-guerres, donc après la Seconde Guerre mondiale, 1945, nous avons le 5e congrès panafricain qui est organisé à Manchester. Ce congrès est co-présidé par Amy Eshwood Garvey, donc la première épouse de Marcus Garvey, qui entre-temps s'est remariée avec Amy Jacques, qui sera sa secrétaire et qui publiera notamment, après la mort de Marcus Garvey, le fameux ouvrage Philosophy and Opinions of Marcus Garvey. Ce qui est très intéressant après la Seconde Guerre mondiale, 1945, c'est que la dynamique est encore plus forte sur le continent africain. Cette dynamique-là, en réalité, n'a jamais cessé. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les femmes ont été des résistantes farouches à la mise en esclavage. Elles ont été des résistantes farouches à la colonisation. À tel point que, dans un certain nombre de colonies, le pouvoir colonial taxait davantage les femmes que les hommes. Les lois concernant les femmes étaient parfois plus coercitives que celles concernant les hommes. Parce qu'on avait constaté, du point de vue des colons, que si les hommes pouvaient être soumis en premier lieu, tant que les femmes ne baissaient pas la garde et n'abandonnaient pas la résistance, il était difficile de considérer la colonisation comme achevée. Et donc, durant toute cette période du XXe siècle, on aura un certain nombre de révoltes portées par des femmes. La révolte des femmes d'Aba, par exemple au Nigeria,
aussi des personnages qui vont jouer des rôles très importants également dans les mouvements dits entre guillemets millénaristes, et enfin des organisations qui vont émerger notamment au Nigeria avec l'association des femmes du Nigeria qui va être créée dans les années 40, structurée dans les années 1940 par Funmilayo Ransome Kuti. Ce nom, Funmilayo Ransome Kuti, vous dit sans doute des choses, c'est la mère de Fela Kuti. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle monte la plus grande organisation de femmes, ou l'une des plus grandes organisations de femmes de l'époque. En très peu de temps, elle en réunit plus de 20 000. Et ce sont des femmes puissantes. Ce sont ce qu'on appelle des market women, c'est-à-dire des femmes qui tiennent l'économie des marchés africains, ouest-africains, nigérians, et qui ont donc la capacité de financer des hommes politiques qui très souvent n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Et donc on se retrouve, je dirais, dans un duo tactique et stratégique qui a été régulièrement présent dans l'histoire du panafricanisme, à savoir que les femmes sont toujours derrière, en train d'organiser, en train de collecter, en train de préparer, en train de financer les hommes qui vont à la bataille. Et dans certains cas, ce sont en réalité les femmes qui décident de l'agenda politique à mettre en place. Et dans le cas de Funmilayo Ransome Kuti, avec son mouvement, elle devient incontournable dans la constitution des premiers partis politiques du Nigeria au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc nous reviendrons dans la prochaine émission sur la période qui va de 1945-1950 à nos jours, en montrant justement comment les femmes ont joué des rôles très importants dans les processus d'indépendance, dans les mouvements de libération nationale et également dans le cadre du combat pour les droits civiques. Ce sera l'occasion d'évoquer des figures comme Rosa Parks, comme Assata Shakur, comme Awa Keita, qui est l'une des figures les plus importantes dans la constitution de cette organisation panafricaine des femmes, et enfin de connecter, je dirais, les luttes des femmes en Afrique, dans la Caraïbe, dans les Amériques, mais également en Europe. Donc le rôle que les femmes noires ont joué pour connecter ces différents espaces dans le cadre de lutte d'émancipation, dans le cadre de lutte pour davantage de justice économique et sociale, dans le cadre des luttes pour un panafricanisme véritablement révolutionnaire et tenant compte de la position et de l'intérêt qu'ont les femmes à obtenir la plus grande libération possible de l'histoire. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode donc de spécial panafricanisme sur les antennes de Amani TV et partenaires.